Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau M. Moulay Camara. Il est le leader du mouvement J'aime le Sénégal. Bienvenue à vous, M. Camara. Merci, Mme Baké. C'est un honneur et un plaisir d'être aujourd'hui sur ce plateau-là pour partager avec vous les préoccupations vraiment de nos concitoyens. Oui, c'est partagé et c'est un plaisir aussi pour nous de vous recevoir sur ce plateau d'opinion. Très brièvement, Moulay Camara, vous êtes administrateur de société, membre de l'Association des écrivains du Sénégal et puis élu municipal à Guédiawaye. Est-ce suffisant pour vous introduire? Suffisant. À l'issue du scrutin présidentiel du 24 février dernier, le candidat Macky Sall rempile pour un second mandat de 5 ans. Tout d'abord, êtes-vous surpris par ce passage au premier tour? Merci Madame Baké. Mais permettez-moi tout d'abord, à l'occasion hier de la journée du 8 mars, de rendre hommage à la femme. Merci. Et c'est un honneur aujourd'hui d'être reçu par une grande dame, vraiment pour discuter avec elle sur la situation du pays. Merci. Vous savez qu'à travers la femme, c'est tout un symbole. Et je suis tellement attaché à ma mère qu'à travers elle, je peux dire que je rends hommage à toutes les femmes du monde et du Sénégal. Merci. On peut dire que vraiment l'élection présidentielle du 24 février a été un moment fort pour la démocratie de notre pays, mais également pour les citoyens sénégalais qui ont une fois magnifié leur degré de citoyenneté, parce que le taux de participation le montre, oui, plus de 66%. Plus de 66%. Et dire que vraiment c'est une surprise, ça ne l'est pas, parce que tout simplement, cette élection-là a eu plutôt des relents de référendum, d'un référendum, pour le départ ou bien le maintien du président Macky Sall à la tête de la magistrature suprême. Aujourd'hui, ils se sont exprimés, nos concitoyens, à un taux de 58,27% en sa faveur. Donc on peut tout simplement dire qu'il mérite peut-être de continuer l'œuvre qu'il est en train d'entreprendre à travers le programme Sénégal émergent. C'est ce message fort-là que les Sénégalais ont lancé. Donc il nous appartient, nous, en tant que leaders politiques, d'accepter cette option, ce choix, et d'essayer de voir comment accompagner le président de la République, rien que de manière patriotique, pour que vraiment le Sénégal puisse avoir vraiment des lendemains meilleurs. Donc vous vous attendiez à un passage au premier tour, alors que bon nombre d'opposants surtout soutenaient fermement qu'il y aurait forcément second tour à l'issue du scrutin présidentiel. Si vous voyez, tous les candidats de l'opposition n'ont pas pu attaquer le président de la République sur son bilan. Ils ont tout simplement peut-être élaboré, eux, un programme politique qu'ils ont proposé aux Sénégalais. Mais, à vrai dire, on ne peut pas reprocher au chef de l'État, le président Macky Sall, de ne pas avoir un bilan. Donc, il a un bilan. Et je pense que les Sénégalais également n'ont pas voulu prendre le risque de démettre quelqu'un qui a un bilan et quelqu'un qui est là, qui est en train de faire des propositions. Parce que le président de la République Macky Sall a réussi quelque chose qui est extrêmement important. Et je pense que c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal qu'un chef d'État puisse prendre une trajectoire et qu'il y ait de la visibilité dans son action politique. Parce qu'à travers le PSE, je pense que tous les Sénégalais, à quelque niveau où ils se trouvent, peuvent vraiment avoir une visibilité, une orientation pour dire que le chef de l'État, le gouvernement du Sénégal, donc a une option dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Donc le fait que les Sénégalais partagent cette vision-là du développement, je pense que cela a été un atout majeur
vraiment pour sa réaction et cela vraiment a beaucoup facilité vraiment l'électorat qu'il a eu. Toujours dans votre intime conviction, pensez-vous que le vote s'est bien déroulé? Mieux, est-ce que ces élections étaient transparentes? Je vais tout simplement m'adosser sur les informations et les conclusions des différentes missions au niveau national comme au niveau international. Les observateurs au niveau national, il y a l'Église qui a joué un rôle extrêmement important et vraiment nous saluons cette action de l'Église vraiment dans le cadre de la citoyenneté. Et ce n'est pas la première fois. Mais au-delà de l'Église, il y a également l'Union, la CEDEAO avec une mission, il y a l'Union européenne. Je pense que ils se sont, tous ces observateurs-là se sont mis d'accord sur vraiment la transparence de cette élection présidentielle. Donc on ne peut pas dire plus que ça. Je pense qu'ils sont neutres. Également, je crois vraiment de manière, dans mon intime conviction, que ces élections-là, par rapport à ce qui est dit, en tant que leader, vraiment, je ne peux me fier qu'aux conclusions vraiment. Et les couacs soulevés par l'opposition, vous n'y croyez pas? Vous savez, une élection peut-être que à 100% sans couac, l'œuvre humaine est telle. Mais nous devons vraiment nous féliciter de notre administration parce que avant la tenue de cette élection-là, tout le monde a pensé au chaos. Souvenez-vous que le président Abdoulaye Wade avait fait appel pour qu'on brûle vraiment les bureaux de vote. Donc c'est dans la plus grande accalmie que cette élection a eu lieu. Et je pense que cette opposition-là qui a jugé ne pas faire un recours, je pense qu'elle pense. Mais au final, Maître Wade s'est rétracté. Il est revenu sur sa décision en optant pour le boycott. Vous savez que ce boycott-là n'a pas eu lieu. Avec un taux jamais égalé, 106%. Donc je pense que les Sénégalais sont matures. Vous savez que le peuple sénégalais est un peuple merveilleux. C'est un peuple qui sait exprimer sa citoyenneté au moment où il le faut. Mais et ça vraiment nous devons cela vraiment, je dis qu'à la baraka de nos hommes de Dieu. Parce qu'à y voir, il n'y a pas vraiment une culture politique, une éducation politique qui puisse expliquer ce degré de maturité-là des Sénégalais. Mais je pense que les Sénégalais, peut-être imbus des valeurs vraiment de notre sénégalité, toujours savent se mettre au-delà vraiment des différences pour vraiment sauver le Sénégal, parce que nous n'avons que le Sénégal à sauver. Oui, après avoir contesté les résultats de cette élection, l'opposition a-t-elle raison de ne pas faire un recours? L'opposition a jugé ne pas faire un recours parce que peut-être elle n'a pas voulu engager une bataille perdue d'avance. Parce que si cette élection-là, avec 5 candidats, je pense que l'opposition, de manière peut-être synergique, a eu vraiment tous les éléments d'appréciation avec les procès-verbaux pour savoir s'il y a lieu vraiment de faire un recours ou bien s'il n'y a pas lieu de faire un recours. Je pense que si la situation était alarmante, je pense que l'opposition n'allait pas hésiter à faire un recours. Est-ce que ce n'est pas aussi une attitude de mépris vis-à-vis des instances qui sont là, surtout de la justice? Si on méprise les institutions républicaines, on n'a pas droit au chapitre dans une démocratie. Le jour où je ne crois plus aux institutions de mon pays, je ne participerai à aucune consultation électorale. Là, c'est clair. Suite à plusieurs arrestations, l'étau se dessert sur certains responsables militants, même réumistes, qui sont libérés. Avec du recul, comment analysez-vous ces différentes interpellations au lendemain du scrutin présidentiel? Ce que je peux dire, c'est que je me réjouis que l'étau se dessert. Parce que vous savez que les citoyens n'ont que leur sécurité. Donc je pense que l'administration qui est chargée de veiller à cette sécurité-là, il appartient à cette administration-là d'apprécier les risques. Mais en tant que Sénégalais, en tant que patriote, en tant que soucieux de l'unité nationale, en tant que soucieux de l'apaisement du climat politique et social, je me réjouis que l'étau se dessert et que vraiment que tous ces citoyens interpellés vraiment aujourd'hui
et retrouvent leur liberté, vraiment. Ces méthodes n'ont pas des relents dictatoriales? Non, parce que tout simplement, il fut un moment où vraiment des lendemains électoraux étaient plus vivaces en matière d'interpellation. Vous vous souvenez que chaque fois qu'il y avait élection, s'il y a contestation, la plupart du temps, les leaders politiques sont emprisonnés. Donc, combien de fois Maître Wade a été emprisonné au lendemain d'une élection? On a dépassé ce stade. Maintenant, heureusement qu'on a dépassé ce stade-là. C'est pour dire que vraiment, il y a eu une amélioration. Je constate tout simplement que aujourd'hui, le climat social, le climat politique est en train de connaître un dénouement vers un apaisement. Et je ne peux que saluer cela. Parce que la paix sociale et politique est le premier maillon où vraiment on doit passer afin de pouvoir poser les jalons du développement. Donc, dans un climat de crispation, dans un climat de méfiance, dans un climat de violence, on ne peut pas vraiment avoir la sérénité pour travailler. Et aujourd'hui, le Sénégal, il faut le dire, aujourd'hui, le Sénégal, il y a l'overdose politique. Il faut qu'on décrispe. Il faut que vraiment les chantiers du développement, qu'on y aille. Il faut que le débat soit un débat plus d'idées qu'un débat de passion. Je pense que c'est à cela que le président de la République invite les Sénégalais. Donc, et je pense que vraiment nous avons un président de la République qui vraiment n'est plus soucieux d'un autre mandat. Aujourd'hui, il peut jouer un grand rôle et je pense que je l'ai dit dans la presse au lendemain de son élection pour dire qu'il lui appartient de prendre des mesures fortes et courageuses, vraiment. C'est-à-dire, en quoi faisant? En quoi faisant? En essayant d'être au-dessus de la mêlée. Vraiment, parce que vous savez qu'on est en Afrique. Donc, aujourd'hui, l'entourage de nos chefs d'État ou bien de nos leaders, vraiment, pose problème. Donc, si je lui demande d'être au-dessus de la mêlée, c'est de ne se concentrer exclusivement et essentiellement que l'intérêt du Sénégalais. C'est ça. Aujourd'hui, ce que le Sénégalais a besoin, c'est de l'emploi. Ce que le Sénégalais a besoin, c'est la santé. Ce que le Sénégalais a besoin, c'est une éducation pour tous. Ce que le Sénégalais a besoin, c'est de voir un monde rural vraiment s'émanciper, émerger. Donc, les défis sont là. Et je profite, Madame Baké, pour vous dire toute mon assurance. Parce que le discours du chef de l'État a été un fait évocateur. Mais également, je rends hommage à la première dame. Au moment où les autres étaient, certains responsables de Benno Bokk Yakaar étaient là en train de jubiler, elle s'est retirée pour aller se recueillir à la Mecque pour prier pour le Sénégal et pour prier pour le quinquennat du président de la République soit un succès. Qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis tout simplement qu'elle sait vraiment la responsabilité qui pèse sur le président de la République. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République doit travailler pour la postérité. Pour ces 5 ans-là, le président doit marquer le Sénégal, historiquement. Donc, je pense que Madame la Première Dame connaît l'enjeu et je lui félicite sur ça parce qu'elle a su dépasser le niveau vraiment que beaucoup l'attendaient, que beaucoup de gens l'attendaient. Vraiment, je pense que c'est un climat de sérénité. Et qu'est-ce que vous pensez du silence assourdissant manifesté par le deuxième arrivé après la présidentielle, c'est-à-dire Idrissa Seck? Vous savez, Idrissa Seck, c'est un leader politique d'une dimension exceptionnelle. Moi, j'en déduis tout simplement que c'est un silence patriote, c'est un silence vraiment qui dénote son vœu vraiment de ne pas déstabiliser le pays, parce qu'il n'a pas également
prononcer des propos violents. Vraiment, donc c'est un démocrate, c'est un républicain. Et aujourd'hui, mais le Sénégal, il a eu à écrire des pages vraiment honorables pour le Sénégal. Donc je pense que nous, en tant que leaders, parce que faire la politique, ce n'est pas tout simplement être omnibulé par le pouvoir. Lui qui lit le Coran fréquemment, je l'imagine, hein, c'est que vraiment le pouvoir appartient à Dieu. Donc je pense que c'est un silence. Moi, à mon humble avis, vraiment, je le félicite parce que quelqu'un... Mais qui a peur certains responsables apéristes qui demandent même son arrestation. Je pense que ça, c'est trop dire. Ils ne sont pas en phase avec le président de la République. Ils ne sont pas en phase avec leur patron. Parce que quelqu'un qui parle de dialogue, donc vraiment n'est pas là pour ouvrir des hostilités. Oui, mais à part Ousmane Sonko, le reste des autres candidats est devenu aphone après la publication des résultats définitifs. Est-ce la bonne stratégie? Pour moi, c'est la bonne stratégie parce qu'il faut également que... Parce qu'il faut qu'on leur laisse le moment, un temps pour l'évaluation. Parce que vraiment, chacun d'entre eux avait des ambitions, peut-être qu'avait mis des moyens stratégiques. Maintenant, peut-être ils sont dans un moment d'évaluation. Mais ce silence-là, comme je l'ai dit tantôt, pour le cas du président Idrissa Seck, c'est valable pour le président Issa Sall. Vraiment, et que je salue beaucoup, vraiment, parce qu'il a eu de la hauteur. Vous savez que cette élection-là, ce qui s'est passé à Tamba, pouvait créer une guerre civile dans ce pays. En quoi? En quoi? Parce que tout simplement, la violence au niveau de Tamba et vraiment l'administration qui n'a pas réellement joué son rôle comme il fallait. Donc je pense que le discours du président Issa Sall, donc un discours républicain, vraiment que nous saluons. Donc il n'a pas jeté de l'huile sur le feu. Il pouvait le faire. Et s'il le faisait également, il fallait s'attendre vraiment, est-ce qu'on pourrait même organiser des élections? Ah oui, donc il y a une responsabilité flagrante de l'administration centrale. De l'administration centrale, je pense que n'a pas fui. N'a pas fui sa responsabilité. Pourtant, ce sont des éléments du PUR qui sont arrêtés. Et là, je profite sur ce plateau-là pour dire que vraiment, pour décrisper le climat politique également, il faut revoir cela. Parce que tout simplement, pour beaucoup d'observateurs, donc c'était de l'arbitraire. Parce qu'aucun élément de Benno Bokk Yakaar n'a pas été arrêté. Donc je pense que également le président de la République, je dis que là, puisqu'on a senti que l'administration, il y a eu des failles au niveau le commissaire de police a été relevé. Donc je pense que tout cela concourt vraiment à dire que vraiment pour le cas des événements de Tamba, il ne faut pas vraiment trop insister là-dessus. Parce que sinon également... Mais quand même, il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme. Nous laissons la justice faire son travail. Mais j'ai dit que sur le principe, maintenant, sur le principe, il faut qu'on essaye de voir comment décrisper cette situation-là. D'autant plus que l'administration, la faille de l'administration, elle est avérée. Oui, vous l'avez souligné tantôt, après sa réélection, le président Macky Sall s'est adressé aux Sénégalais, mais cette fois-ci en appelant au dialogue. Donc on peut dire que c'est le début du commencement des rapprochements entre pouvoir et opposition. Effectivement, et nous saluons cela. Parce que pour le mouvement J'aime le Sénégal, aujourd'hui, l'heure n'est pas à l'opposition des forces, mais elle est plutôt à la conjugaison des forces et des énergies. Donc, je pense qu'actuellement, le dialogue, bien que tout dialogue peut-être nécessite des termes de référence, etc. Mais d'abord, le fait d'enclencher cet esprit de dialogue à l'entame même vraiment de son quinquennat, je pense qu'il dit que vraiment après la prestation de serment du 2 avril, donc le premier chantier, c'est ça, donc on est rassuré sur ça. Ce qui veut dire que vous êtes favorable à cet appel au dialogue? On est très favorable. Donc nous disons que ce pays-là, on ne peut pas le développer sans le dialogue. Et l'opposition, si elle veut vraiment corriger beaucoup de disconvenances sur le processus électoral, etc. Donc je pense que
L'opposition a toujours boudé le dialogue, mais aujourd'hui, je pense qu'il est avéré, il est opportun de participer à ce dialogue-là, vraiment. Bien avant, y a-t-il pas des préalables à évacuer avant d'entamer un dialogue, notamment lié au processus électoral, mais aussi lié aux détenus supposés politiques? Vous savez, moi, je crois à l'indépendance de la justice. Je suis un républicain. Je dis tout simplement qu'il y a beaucoup à faire. Vous savez que les institutions dans un pays évoluent. Moi, je dis qu'actuellement, pour ce quinquennat-là du président de la République, on doit essayer de voir comment corriger beaucoup de, peut-être, je ne dis pas d'irrégularité, mais beaucoup de failles. Parce que les textes ne sont pas sacrés. Donc, et le juge ne travaille que sur des textes. Donc, je pense que sur ça, on est là, on pense réellement que parler de détenus politiques, c'est vrai. Et pour décrisper la situation, il faut que il est souhaitable vraiment qu'on fasse le dialogue dans un climat apaisé. Donc, il appartient au président de la République d'apprécier. Lui qui a demandé le dialogue, je pense que maintenant, le temps de la justice n'est pas celui de la politique. Et pourquoi ne pas nous attendre à une libération de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, à l'issue de ce dialogue, puisque en 2016, après l'appel au dialogue, on a assisté à une grâce présidentielle accordée à Karim Wade. Vous savez, le cas de Khalifa Sall, certes c'est un détenu, mais dire que c'est un détenu politique parce que c'est une affaire de gestion. Je pense qu'également, il faut qu'on tienne compte de cet aspect-là. Mais aussi, il avait des ambitions présidentielles. Il avait des ambitions présidentielles, mais il n'est pas arrêté. Son arrestation n'est pas due, ou bien son incarcération n'est pas due à cette ambition-là présidentielle. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de reproches qu'on lui a fait dans sa gestion, ce qui lui a valu aujourd'hui d'être en maille avec la justice. Ce n'est pas ce que soutiennent ses partisans. Ses partisans. Mais en tant que républicain, nous ne pouvons. Le jour où je ne croirai plus à la justice de mon pays, ce jour-là, je vais changer de nationalité. Jusque la justice sénégalaise, et je pense que cette justice-là, qui est en train vraiment d'éveiller vraiment à la bonne marche de mon pays, j'essaie vraiment de me soumettre à ces décisions. Dans ce dossier, précisément, la justice a fait son temps. Maintenant, il reste le temps de la politique. C'est-à-dire celui des grâces ou bien des amnisties. Effectivement, je dis que mais cela ne se fera pas sans le dialogue. Maintenant, les préalables, vous parlez de préalables. Je dis qu'il appartient au chef de l'État d'apprécier. Je pense qu'aujourd'hui, il est en mesure. Parce que je pense que quand lors d'un premier discours, au lendemain, vraiment d'une réélection, quand vous tendez la main à l'opposition, c'est parce que vous êtes prêt pour faire la paix. Je pense que, et le sacrifice que cette paix-là nécessitera, je pense que s'il le peut, sans vraiment torpiller nos institutions, je pense qu'il le fera. Oui. Sera-t-il facile de recoller les morceaux après les cassures sociales engendrées par cette présidentielle de 2019? Vous parlez de cassures sociales en faisant allusion à quoi? Au vote ethnique qui a été noté, au vote religieux, confrérique et même régionaliste à l'issue de ce scrutin. En tout cas, si l'on se fie au résultat du scrutin, Ousmane Sonko qui gagne Ziguinchor chez lui, je sais qui gagne Thiès, mais aussi Touba en tant que Mouride, et le président Macky Sall qui gagne au Lamé au nord. Je ne parlerai pas de vote ethnique ou bien de vote régionaliste ou confrérique. Peut-être je parlais de vote affectif. Et le vote affectif a toujours existé. Maintenant, pour le cas de Touba, il faut souligner que le Benno Bokk Yakaar a fait des bons. Peut-être il n'a pas gagné Touba. Mais des bons qui n'ont pas été significatifs face aux résultats que Idrissa Seck a obtenus. Je suis parfaitement d'accord.
Mais souvenez-vous que le Benno Bokk Yakaar avait 3800 voix lors des législatives. Aujourd'hui, lors de cette élection présidentielle, il a eu plus de 100 000 voix. Donc c'est un bond vraiment extraordinaire. Au niveau de Ziguinchor, ce qui s'est passé, c'est que la Casamance n'a pas voté contre le président Macky Sall, n'a pas sanctionné le président Macky Sall. Ah oui? Oui. La Casamance a sanctionné ses leaders locaux. Deux faits l'illustrent. Premièrement, il faut noter bien avant cela la transhumance ou bien le ralliement du maire Abdoulaye Baldé. Ça pose problème? A créé un climat vraiment qui a altéré. Parce que pour les Ziguinchorois, Abdoulaye Baldé, qui est en fin de mandat au niveau de la mairie, au niveau de la municipalité, est vraiment qui a toujours trouvé des prétextes pour son échec au sein de la municipalité, hein, par le manque d'accompagnement de l'État du Sénégal. Aujourd'hui, 2 mois ou bien avant l'élection présidentielle, il rallie le pouvoir. Ce ralliement-là n'a pas d'explication pour les Ziguinchorois. Ah oui. Parce que tout simplement... Il a une explication au plan politique. Peut-être c'est pour mieux réussir sa mission à la tête de la mairie. Pourquoi il ne l'a pas fait depuis le début de son mandat? Pour l'intérêt des populations de Ziguinchor. Puisqu'il dit qu'il a des projets et que ces projets-là sont toujours capotés parce que tout simplement, il n'a pas un accompagnement du régime qui est là. Il a toujours fustigé le régime. Donc pourquoi ne pas rallier le régime depuis lors pour la raison des projets qui sont à Ziguinchor, destinés à Ziguinchor, hein, et qu'il attend 2 mois ou moins de 2 mois pour rallier Macky Sall. Donc on s'est dit que ce ralliement-là, c'est une transhumance. Parce que tout simplement, c'est pour des intérêts personnels. C'est ainsi que la plupart des Ziguinchorans ont interprété cela. Et cela vraiment a créé un sentiment vraiment de refus. De refus. Donc vous avez vu que beaucoup de ces militants, de ces responsables, vraiment l'ont laissé en rade. Parce que vous savez qu'également, ils ont leur dignité. Vous savez que le Casamançais, c'est un homme très digne. Il respecte certaines valeurs, même dans la pauvreté. Donc cela vraiment a créé, socialement, vraiment cela a créé un climat de refus, une situation de refus de Baldé et à travers Baldé, vraiment du régime, premièrement. Deuxièmement, Baldé même au sein de Benno Bokk Yakaar, il n'est pas très bien accepté. Parce que, pour les sympathisants, pour les leaders locaux de Benno Bokk Yakaar qui étaient là avec le président Macky Sall depuis, ils trouvent que gagner Ziguinchor, on gagnerait Ziguinchor pour accroître les dividendes politiques de Baldé. Parce que Baldé, c'est un ministre d'État, ancien ministre d'État. Baldé, maire de la ville de Ziguinchor. Donc, il est le patron de tous ces leaders-là. Donc, on gagnerait ces élections-là pour Baldé. La preuve en est que, je ne dis pas que tous étaient contre Baldé, mais la preuve en est que, mais je dis que, je doute, est-ce qu'ils ont assez mouillé le maillot pour faire gagner, pour faire triompher le Benno Bokk Yakaar à Ziguinchor? Donc, vous craignez un vote sanction à Ziguinchor? Je crains ça. C'est pourquoi il appartient vraiment au Benno Bokk Yakaar, vraiment, d'interpeller les responsables de Benno Bokk Yakaar à Ziguinchor pour leur dire qu'est-ce qui explique cette dérive, qu'est-ce qui explique cette situation. Parce que tout simplement, comment comprendre Ousmane Sonko qui n'avait que 5000 voix lors des législatives passées? Il a grimpé jusqu'à plus de 100 000 voix. Comment explique 30 000 voix, je m'excuse. Qu'est-ce qui explique cette situation-là? En pleine campagne électorale, des partisans de Baldé et des partisans de Benoît Sambou se sont illustrés de la manière la plus vulgaire, avec des échauffourées. Le premier adjoint au maire son bras est cassé dans ces échauffourées. Ah oui, il y a eu des affrontements. Des affrontements entre
partisans de Benno Bokk Yakaar. Qu'est-ce qui explique cette situation-là? Donc je pense que c'est une situation délétère. Et également, l'arrogance de Moustapha Cissé Lo est passée par là, en traitant tous les militants ziguinchorois de Baldé, de Ousmane Sonko, des rebelles. Je pense que... Et après ces propos malsains de Moustapha Cissé Lo, le Benno Bokk Yakaar au niveau de Ziguinchor et de la Casamance, en général, les leaders n'ont pas donné la réplique qui s'y est à Moustapha Cissé Lo. Qu'est-ce que vous attendiez d'eux? Ce que j'attendais d'eux, c'est que... mais c'était une insulte. Il fallait maintenant que Moustapha Cissé Lo, qui est des leurs, qu'il puisse faire comprendre à Moustapha Cissé Lo que son arrogance-là ne passera pas à Ziguinchor et dans la Casamance. Et que ses propos malveillants à l'égard de toute la Casamance, qu'il les retire. Je pense qu'il n'y a pas eu vraiment une réponse musclée. Maintenant, les Casamancés, dignes qu'ils sont, fiers d'eux, maintenant, se sont tout simplement dit que vous nous, Benno Bokk Yakaar, nous considère qu'on est des rebelles. Nous allons lui montrer que réellement on est des rebelles au plan politique. On va se rebeller contre eux et on va leur donner une sanction mémorable historique. Raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, d'après tout ce que le président de la République a fait comme réalisation au niveau de la Casamance, ce résultat-là, ce score-là ne s'explique pas. Aujourd'hui, il appartient au chef de l'État, au président de la République, de ne pas... que ce résultat-là, qu'il sache que la responsabilité, ce sont ces leaders de Benno Bokk Yakaar au niveau de Ziguinchor, au niveau de la Casamance de manière générale, qui n'ont pas été à la hauteur. Et l'arrogance de Moustapha Cissé Lo également y a été pour beaucoup. Mais aussi Ousmane Sonko est un fils de la Casamance. Naturellement, Ousmane Sonko est fils de la Casamance, comme Benoît Lé, comme Baldé Lé, comme Robert Sagna Lé, comme les autres. Mais un fils de la Casamance qui briguait la présidence pour diriger ce pays. Mais lors des législatives, Ousmane Sonko était tête de liste. Et pourtant, oui, c'est Benno Bokk qui a brillé là-bas. Je veux dire tout simplement pourquoi c'est important de tenir cet argumentaire. C'est pour expliquer au chef de l'État, au président de la République, que la Casamance est derrière lui, que la Casamance vraiment est un poumon économique du Sénégal et que la Casamance vraiment compte beaucoup sur lui pour son développement. Vous partez aujourd'hui en Casamance, l'emploi des jeunes se réduit au Moto Jakarta. Qu'est-ce que ces leaders locaux-là ont fait? Est-ce qu'ils ont assez plaidé la cause de la Casamance pour l'emploi des jeunes auprès du président de la République? C'est ça le problème. Il y a l'anacarde. Je dis qu'aujourd'hui, il y a l'anacarde. Mais je dis qu'en Casamance, il y a tout. Il y a le secteur de la pêche. Il y a l'agriculture. Il y a l'artisanat. Il y a le tourisme. Pourquoi la Casamance n'arrive pas à avoir un décollage économique? Et si la Casamance décolle économiquement, mais je dis que le Sénégal aura des ailes protectrices sur le plan économique et social. Mais aujourd'hui, si vous voyez, vous partez en Casamance, vous rencontrez un jeune qui a son moto Jakarta, il a son master. Le problème de l'emploi des jeunes, c'est partout dans ce pays. Non, c'est partout dans ce pays, mais c'est surtout accru au niveau de la Casamance. Et ça ne s'explique pas parce que la Casamance a des ressources naturelles qui puissent vraiment résorber ce taux de chômage-là. Mais qu'est-ce que ces leaders-là ont fait pour faire comprendre au chef de l'État que la Casamance regorge vraiment de potentialités économiques et que ces jeunes-là pourraient s'y retrouver vraiment pour vraiment endiguer le taux de chômage? Oui. Je dis que si on est un leader local, on doit avant tout être vraiment le porte-étendard des préoccupations des populations. Oui, mais pour en revenir à ma question, c'est votre affectif, comme vous l'appelez, qu'on a remarqué au cours de cette présidentielle. Est-ce que cela ne dénote pas que le Sénégalais a changé de mentalité surtout? Mais je ne pense pas. S'il y a eu un changement de mentalité, je trouve que c'est de manière positive. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Sénégalais, le vote affectif a toujours existé.
Aujourd'hui, ça dépend du type de Sénégalais que vous avez envers vous. Chaque Sénégalais, avec son niveau de conscience, essaye d'apprécier. J'apprécie Madame Mbacké parce qu'elle est Madame Mbacké. Il peut apprécier Madame Mbacké parce qu'elle est journaliste. Il peut apprécier Madame Mbacké parce qu'elle est du Saloum, etc. Donc on a cela. Maintenant, ce qui est remarquable, par contre, c'est le vote citoyen. Aujourd'hui, si le taux a atteint 66%, c'est parce que les jeunes sont allés voter. Est-ce que cela n'est pas dû à ce sentiment qui a été développé chez les esprits des uns et des autres, c'est-à-dire celui-là, il est de ma région, je vais tout faire pour qu'il gagne, ou bien celui-là, on est dans la même confrérie. Est-ce que ce n'est pas ces motifs qui les ont emportés? J'accepte le vote, on peut tolérer le vote régionaliste, mais il serait vraiment dangereux dans ce pays-là qu'il y ait un vote confrérie. Ethnique même? Ethnique. Même le vote ethnique peut être un peu affectif. Mais le vote confrérique, ça c'est autre chose. Parce que ça peut basculer le Sénégal dans un climat de désordre, vraiment, ou vraiment pour remettre les choses, les pendules à l'heure sera très difficile. Donc nous ne souhaitons pas. Et alhamdoulilah rabbil alamin, au Sénégal, on a des guides religieux qui savent vraiment être au-dessus de la mêlée. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit Touba, que ce soit Tivaouane, que ce soit Ndiassane, vraiment, voilà vraiment des foyers religieux. Je ne cite que cela, des foyers religieux qui ont toujours vraiment œuvré pour la concorde nationale. Après l'élection présidentielle du 24 février, donc le vénérable Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a demandé un récital de Coran dans toutes les mosquées pour rendre grâce à Dieu, mais pour prier également pour le Sénégal. Donc ce que ces chiffres religieux-là ont réussi pour faire du Sénégal notre dénominateur commun, si nous, leaders politiques, nous le faisons, je pense que le Sénégal n'en sortirait vraiment que... Dans cette logique, un pays divisé par les passions, est-ce que le président Macky Sall pourra y gouverner en toute quiétude durant 5 ans? Le danger, c'est ça. C'est la raison pour laquelle je pense que il a bien fait d'appeler au dialogue pour dépassionner le débat. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, il faut dépassionner le débat politique. Parce que aujourd'hui, mais au niveau dans tous les partis politiques, mais ils regorgent des personnalités au plan intellectuel, vraiment, qui peuvent servir le Sénégal. Et je pense que le président de la République en est conscient et qu'aujourd'hui, je sais que Idrissa Seck, le président Idrissa Seck, le président Issa Sall, le président Madi Kenya, le président Ousmane Sonko et les autres qui ont été recalés, hein, tous vraiment, on doit essayer de voir comment participer au développement du Sénégal et de manière à ce que vraiment le patriotisme brille. Je me rappelle des propos du vénérable Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Il disait qu'il est arrivé un moment où entre moi et Senghor, politiquement, liés nañu liés. Mais sur des questions nationales, c'est le patriotisme qui a toujours brillé. Il m'appelait, je le répondais et on discutait parce que c'était des questions nationales. Voilà cet élan de patriotisme, c'est là où on attend nos leaders politiques. Aujourd'hui, il y a des questions nationales où vraiment qui touchent le Sénégal et l'avenir des générations à venir. Je pense que ces questions-là, aujourd'hui, l'expertise du président Idrissa Seck, l'expertise du président Ousmane Sonko et des autres, vraiment, doivent être sollicités. Pour le moment, Ousmane Sonko refuse la main tendue du chef de l'État. Il n'est pas prêt à dialoguer. Refuse la main tendue du chef de l'État. C'est défier le peuple sénégalais. Parce que tout simplement, le choix a été clair. Aujourd'hui, en tant que patriote, nous devons répondre à l'appel du chef de l'État. Et je profite, moi, j'aime le Sénégal, répond à l'appel du chef de l'État et sans condition. La seule condition, c'est qu'on soit écouté et entendu. Parce que nous pensons que nous devons jouer un rôle dans ce pays-là. Et ce Sénégal-là,
on n'est pas obnubilé par le pouvoir, on n'est obnubilé que par une seule chose, c'est que le Sénégal doit émerger, et cette émergence-là, chacun a son rôle à y jouer. Oui. Monsieur Camara, on va parler du troisième mandat, car aucune garantie n'est présentée au peuple pour y voir clair. Alors, est-ce que vous serez surpris si le candidat Macky Sall ou bien le président Macky brigue pour une troisième fois le suffrage des Sénégalais? Madame Baké, pour cette question-là, je demande que l'opinion ne soit pas orientée ou bien même désorientée pour un faux débat. Ah oui, c'est un faux débat? Je trouve que c'est un faux débat. Parce que jusque-là, le président de la République, bien avant l'élection présidentielle, et lorsque vraiment il y avait des rumeurs persistantes sur cette possibilité-là, je pense qu'il a eu à y prononcer officiellement. Raison pour laquelle je dis qu'aujourd'hui, le dialogue que le chef de l'État a initié doit barrer la route à un cycle de campagne ou bien de pré-campagne électorale. Parce que je pense profondément que parler d'un second mandat est très prématuré, d'un troisième mandat est très prématuré. Penser aux élections de 2024, pour moi, c'est prématuré. Aujourd'hui, je pense que l'heure est au travail. On a vraiment ce que disait un ancien ministre ivoirien de la culture pour dire que vraiment l'Afrique a trop chanté, l'Afrique a trop tambouriné, l'Afrique a trop... Il est temps que l'Afrique maintenant passe sur les choses essentielles. Actuellement, on a une période de pré-campagne électorale, les parrainages. On a perdu beaucoup de temps. Depuis 2016. Depuis 2016. Aujourd'hui, je pense qu'on doit avoir un quinquennat paisible. Travailler, toujours travailler, encore travailler, comme le disait le président Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, l'heure est au travail. Il ne faut pas qu'on inscrive dans ce pays-là, dans un cycle infernal de campagne, de pré-campagne électorale. D'autant plus que notre politique est toujours faite avec beaucoup de folklore, avec de folie, qui ne laisse pas du temps au travail. Je pense qu'actuellement, psychologiquement, dans les mentalités des Sénégalais, il faut que le culture du travail soit cultivée, soit mis. Je pense que c'est ça. Et je profite de l'occasion pour demander au chef de l'État, c'est une demande forte qu'on a pour réduire la corruption dans ce pays. Cela doit faire partie des chantiers, de l'un des chantiers les plus importants sur son quinquennat. Parce que la corruption a été un degré inespéré. Dans quel domaine? En commençant par l'administration. Je pense qu'un rapport même du ministère des Finances a démontré qu'au Sénégal, 93% des policiers et gendarmes sont corrompus. Donc ça, c'est effrayant comme chiffre. Raison pour laquelle, et ça, c'est à l'image, parce que la corruption, ce n'est pas tout simplement le pouvoir d'État qui est responsable. Si nous, Sénégalais également, d'abord, l'éducation, notre éducation de base, parce que toutes les valeurs religieuses et vraiment coutumières et traditionnelles que nous croyons, vraiment sont en porte-à-faux avec la corruption. Donc je dis que c'est une bataille qu'il faut mener, parce qu'avec la corruption, on ne peut pas développer ce Sénégal-là. Aujourd'hui, ceux-là qui sont censés vraiment faire le droit, hein, ou bien s'occuper du droit, si on sent que vraiment, si on dit que vraiment il y a un taux effrayant de corrompus, vraiment c'est extraordinaire. Oui, comme vous appelez au travail, êtes-vous pour un couplage des élections locales de décembre avec une législative anticipée? Cette proposition de Madame le ministre Aïssata Tall Sall, nous y adhérons entièrement. Parce que tout simplement, nous pensons que le calendrier électoral du Sénégal doit être revu. Et que s'il y a couplage local, législatif, cela permettra au président de la République et à son gouvernement de mieux s'occuper des intérêts des Sénégalais. Parce que vous savez qu'au Sénégal, notre manière de faire la politique, elle est un peu... elle est trop, comme je l'ai dit tantôt, elle est trop folklorique, trop euphorique. Ce qui fait que la politique n'a jamais... Vous partez dans les pays, dans les grandes démocraties,
Et la campagne électorale, c'est la campagne électorale, le travail, c'est le travail. Mais ici au Sénégal, en période de campagne électorale, mais vous voyez que le Sénégal, vraiment, tous les secteurs d'activité sont au ralenti. Non, mais c'est parce que le chef de l'État demande à ses ou bien à ses militants responsables de retourner à la base. Mais c'est une culture faire politique. De la politique. Non, c'est une culture politique. Ce n'est pas seulement le président de la République, mais également, parce qu'il y a des questions qui ne concernent pas seulement le président. C'est une question de mentalité des Sénégalais. Aujourd'hui, je suis administrateur de société. Je pense que la campagne électorale, ou bien l'après-campagne électorale, ne doit pas vraiment impacter sur le bon fonctionnement de mon entreprise. Donc je pense que si l'administrateur ou bien le fonctionnaire de l'État pense ainsi, je pense que... Mais on n'est pas encore à ce niveau-là. Raison pour laquelle je pense que pour aller vers l'essentiel, il est important pour moi que ce couplage-là ait lieu. Oui. Maintenant, parce que ce sera dans un climat de dialogue. Parce que tout simplement, pour d'autres, il faut respecter le calendrier républicain. Mais peut-être dans un climat de dialogue, des convergences de vues peuvent avoir lieu. Mais au niveau du mouvement J'aime le Sénégal, je pense que nous, on est en phase avec Madame... Décidément, l'histoire se répète au Sénégal. En 2007, le président Wade était passé au premier tour. Après, il y a eu un couplage de ces élections législatives et locales. En 2019, on a un président qui passe au premier tour et on nous émet l'idée de coupler les élections locales et législatives. Ce qui fait que l'histoire se répète dans ce pays. Bon, même si l'histoire se répète, peut-être, elle se répète. L'histoire politique. L'histoire politique se répète, mais peut-être elle se répète positivement. Parce que aujourd'hui, je pense que les Sénégalais sont très fatigués de ce cycle d'élection. Même les hommes politiques sont très fatigués de ce cycle d'élection. Parce que la politique n'est pas un métier. La politique n'est pas un métier. Donc maintenant, si on nous confine sur un cycle d'élection et on est obligé, parce que c'est un engagement patriotique, on est obligé de s'y soumettre, vous voyez toutes les difficultés qu'on peut éprouver. Cependant, on est à l'aise que le calendrier républicain soit respecté, parce que moi qui vous parle, aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, je suis en train de préparer les élections locales. Mais cela ne m'empêche pas d'adhérer sur cette vision de Mme le ministre Aïssata Tall Sall. Oui, après 2019, y aura-t-il une reconfiguration de la classe politique? Évidemment. Aujourd'hui, je pense que la reconfiguration, elle est naturelle. Elle est naturelle. Donc, l'alternance générationnelle va y passer. Ousmane Sonko, vraiment, aujourd'hui, c'est la révélation de la jeunesse sur le plan politique. Vraiment, on lui souhaite beaucoup de succès. D'autres sont en route. Maintenant, pour peu que vraiment cette nouvelle génération-là puisse s'approprier de nos valeurs et faire de ces valeurs-là un élément de base pour élaborer un programme de développement économique vraiment harmonieux. C'est ça. Vous conjuguez les Idrissa Seck et autres dans le passé? Je pense que aujourd'hui, on ne peut pas parler du président Idrissa Seck, on ne peut pas parler des autres, Madické et Pape Diop et les autres, comme des gens du passé, mais seulement il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, les défis sont tels et que la jeunesse également est tellement consciente des enjeux de l'heure. Je pense que je verrais mieux un Idrissa Seck encadrer des jeunes, travailler avec eux, vraiment que de descendre sur le terrain politique. Oui. Oui. Et Maître Wade, qui joue toujours sa partition, comment vous le voyez? Vous savez que Maître Wade, c'est une exception politique. Aujourd'hui, le président Abdoulaye Wade, jamais on n'aurait souhaité vraiment qu'il soit dans cette situation-là. Donc, c'est un grand démocrate. Il a joué un rôle extrêmement important dans la démocratie de notre pays.
Mais aujourd'hui, je pense que le PDS a pris en otage ce vieux-là. Et vraiment, cela ne nous plaît pas. Parce que c'est une référence internationale. Je pense que Maître Abdoulaye Wade, aujourd'hui, vit dans une situation inconfortable parce qu'il a eu à écrire les pages les plus belles de l'histoire politique de ce pays-là. Il mérite un repos. Il mérite vraiment qu'on soit en difficulté et qu'il nous prodigue ses conseils en tant que sage. À qui la faute? Aux membres du PDS ou bien à son fils Karim, puisqu'il défend toujours Karim? Aux membres du PDS, ils n'ont pas été à la hauteur. Ils n'ont pas été à la hauteur. Si aujourd'hui, Maître Abdoulaye Wade voit dans son entourage que son fils, pour le succéder, sûrement, peut-être qu'il sent que les autres ne sont pas à la hauteur. Et ils ont accepté de ne pas être à la hauteur. Là, on n'y peut rien. C'est ça. Alors, M. Moulaye Camara, on vous a vu aux côtés du candidat Pierre Goudiaby Atepa, recalé à l'issue du parrainage. Au final, il avait soutenu le candidat Ousmane Sonko. Et pour vous, qu'est-ce que vous avez opté? Pourquoi? Pour qui même? Vous savez, le président Pierre Goudiaby Atepa, beaucoup nous lient. Vraiment, on a un respect paternel pour lui. Et je pense que tous les responsables de sa coalition, vraiment, s'en rendaient compte. Seulement, après qu'il soit recalé, vous savez que le mouvement J'aime le Sénégal est un mouvement autonome. C'est un mouvement autonome avec ses structures. Donc, son choix, on a cheminé avec le président Pierre Goudiaby Atepa sur la base d'un programme, mais également sur la base d'une personnalité. Parce que l'élection présidentielle, c'est un rendez-vous entre un candidat et le peuple. Donc, vu son parcours, vu sa posture, il nous a tendu la main. On a discuté sur le plan programmatique, sans aucune condition autre. Sur le plan programmatique, on a discuté, on s'est mis d'accord pour qu'il y ait une alliance. Maintenant, le jour où il a été recalé, on a voulu continuer le combat avec lui, ce qu'on a fait d'ailleurs, parce que des avocats ont été pris pour vraiment qu'il y ait une procédure d'urgence au niveau de la CEDEAO. Entre-temps, de manière unilatérale, une décision a été prise pour soutenir le candidat Ousmane Sonko, qui est un ami, qui est un frère. Cependant, cette décision-là, la manière dont elle a été prise, ne convient pas à notre comité directeur et à nos structures. Donc, c'est ce qui a vraiment valu qu'on n'ait pas allé avec le président Ousmane Sonko comme il le souhaitait. Je le salue très bien parce que tout simplement, il a bien compris cela, que vraiment, il ne nous a pas mis dans une situation vraiment inconfortable. Il nous a compris pour dire que vraiment c'est comme ça, c'est ça la démocratie, et que vraiment il ne faut pas que votre organisation se casse parce que tout simplement j'ai pris une décision et que ça ne vous arrange pas et que vous voulez coûte que coûte aller avec moi. Oui, dans vos options, excluez-vous un compagnonnage avec le président Macky Sall? Aujourd'hui, je peux dire que les actes qui ont été posés par le président Macky Sall nous réconfortent. Vous savez, aujourd'hui, je dis que tout citoyen sénégalais a l'obligation, pour moi, patriotique, de soutenir le président Macky Sall. C'est ça la donne. Maintenant, le soutenir jusqu'au moment où vous sentez que vraiment l'espoir qu'il incarnait n'y est plus, on peut prendre nos dispositions. Mais aujourd'hui, la donne, c'est pas que le mouvement J'aime le Sénégal, où aujourd'hui, Mme Mbacké a l'obligation patriotique de soutenir le président Macky Sall. Parce qu'aujourd'hui, il tend la main à tout le monde. Et c'est le président des Sénégalais. Les Sénégalais l'ont élu, et bien élu. Donc, nous respectons ce choix des Sénégalais-là. Et pour confirmer ce respect des choix des Sénégalais-là, raison pour laquelle, à travers votre plateau, nous lui tendons la main pour dire que nous sommes disposés à travailler avec lui au niveau pour l'intérêt
exclure les Sénégalais. Oui, vous l'avez souligné tantôt quand on démarrait l'émission, c'est-à-dire magnifier cette journée du 8 mars avec la femme sénégalaise. Mais nous, à notre niveau, personnellement, on n'est pas satisfaite de la condition féminine, surtout au sortir de cette présidentielle où on n'a pas eu de candidat femme. Ce qui est un recul à notre avis. Un recul, vous savez, un recul ou bien un défi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il appartient à la femme sénégalaise, aux femmes sénégalaises qui font la politique, qui aspirent à diriger ce pays-là, d'évaluer et de voir pourquoi, jusqu'à présent, elles n'ont pas les possibilités et les opportunités qu'il faut pour être en tête ou bien pour faire partie du lot. C'est ça le problème. Aujourd'hui, est-ce que ce ne sont pas les hommes qui les mettent les bâtons dans les roues? Aujourd'hui, même le débat homme-femme au Sénégal, je pense que c'est un faux débat. Aujourd'hui, tout homme a besoin d'une grande dame au niveau de son parti, au niveau de sa famille, au niveau de son activité professionnelle, hein, pour diriger ou bien pour l'aider à diriger. Ce débat occidental de parité, donc, ne tient pas. Nous, la femme, elle est trop importante pour l'homme africain. Elle est si importante que on l'assimile même à notre raison de vivre. Raison pour laquelle, et cette psychologie-là, elle est très forte chez nous. Nous n'avons pas la même culture que les Occidentaux. Il y a mon guide spirituel qui toujours a l'habitude de rappeler cela. La femme, par sa nature, supporte les peines les plus pénibles. De la grossesse à l'allaitement, de la grossesse à l'accouchement, de l'accouchement à l'allaitement, de l'allaitement à l'éducation de base. C'est Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy. Pour dire que comment la femme elle est importante chez nous. Raison pour laquelle je pense que je ne vois pas un homme qui doit pouvoir vraiment menacer l'avenir vraiment politique de nos femmes. Le problème qui se pose, c'est qu'avec la parité, les femmes pensent que, même sans effort, sans compétence, donc elles doivent avoir accès à toutes les instances, de même que l'homme. Dire que l'homme doit être là, la femme doit être là, ça ne se décrète pas en matière de compétence. Ça se mérite. Raison pour laquelle je pense que c'est un défi et que ce défi-là, je pense que ce soit ma maman, Amsatou Sow Sidibé et Aïda Mbodj et toutes les autres, je pense qu'elles sont en mesure de relever ce défi-là parce qu'elles sont des battantes également pour les prochaines consultations électorales. Je vous remercie, M. Moulaye Camara. Je rappelle que vous êtes le leader du mouvement J'aime le Sénégal et que l'on s'entretenait avec vous dans l'émission Opinion sur Walfadjri. Ok, merci Mme Baké, ça a été un grand plaisir. C'est partagé. Merci. Merci à vous. Merci à tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Merci à toute la réalisation, cher Salihou Keïta, Ousseynou Sall, cher Tidiane Ndiaye, Oustaz Hassan Diouf et ma collègue Fatoumata Seydir. Merci de votre attention. Excellente semaine à vous. Rendez-vous très prochainement. Merci de votre fidélité. Inch'Allah.